Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'interviewer Rav Abishid, Rav Laloum, Dayanim du Vad, Rabban Lubavitch, sur des questions de tous les jours. Et plus encore, nous connaissons tous la Mishnah, Pirkei Avot, Aseh Lecha Rav. Fais-toi un maître, il faut avoir un maître, un Rav. Qu'est-ce qu'un Rav? Comment choisir son Rav? Quelles sont les questions qu'il faut poser à un Rav? Et sur toutes ces questions, les réponses vont nous les donner Rav Abishid et Rav Laloum. Rav Abishid, bonjour. Rav Laloum, bonjour. Donc, je vous posais ma première question. Quel est le rôle d'un Rav aujourd'hui dans un monde moderne, quand nous avons toutes sortes de choses, les lois civiles? Quel est le rôle du Rav aujourd'hui? Shalom Obracha. Alors, c'est une très bonne question et je vais répondre sur mon expérience personnelle. J'ai commencé à répondre à des chélotes il y a environ 2 ans. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. Alors, au début, c'était des questions un peu de la vie de tous les jours. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de mettre sur une plaque? Est-ce que j'ai le droit de faire comme ça? Et s'il y a un verre de lait, par inadvertance, j'ai mis de la viande dans du lait. Verroulé, des questions très simples. Doucement, doucement, avec le temps, le nombre de questions augmente tous les jours. Aujourd'hui, on voit un réel besoin énorme, un besoin énorme de la communauté, particulièrement la communauté francophone, qui a une soif d'Halakha, une soif de Torah, et les questions augmentent tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement, je parle en ce qui me concerne, à plus de 50, 60 questions par jour. Et en période de Chagim comme Pessah, on passe à 300, 200, 300 chélotes par jour. Le rôle, il est vraiment dans tout, mais absolument dans tous les domaines de la vie. Le Rav aujourd'hui, c'est un Rav, c'est un conseiller, c'est un psychologue, c'est des chélotes. Ça peut être d'un verre de lait. Je me suis trompé, je l'ai mis dans mon lave-vaisselle qui est viande, ou la femme de ménage s'est trompée, l'a mis là-bas par erreur, ou sur un four, etc. Et des questions beaucoup plus compliquées. Des questions qui nous touchent. Et les décisions, des fois, doivent être extrêmement compliquées. Il y a encore un mois, pour essayer d'initier un petit peu l'idée, il y a un mois, un Bachour m'a appelé pour une famille qui a besoin d'une aide en urgence. C'était Motsei Shabbat. C'est un enfant que l'Oaleno, qui, à la naissance, n'avait plus les docteurs avaient, son pronostic vital était engagé. Et il restait plus beaucoup, d'après les médecins, il restait plus beaucoup de temps, un temps de vie. Et la question du Rav, c'est est-ce qu'on avait droit ou pas de le mettre le bébé sur morphine ou pas sur morphine. Donc on arrive sur place et on doit prendre toutes les décisions. Il y a plein de détails techniques, l'encéphalogramme, etc. Est-ce que vraiment c'est engagé? Est-ce que vraiment on doit commencer? Ça arrivé plusieurs fois, que ce soit pour des bébés, que ce soit des fois pour des personnes âgées, des personnes malades. Et j'ai pris cet exemple, c'est un exemple qui m'avait fait, ça a été une décision très très dure à prendre. Tu te rends compte que la responsabilité du Rav, elle est énorme aujourd'hui sur les épaules. Que ce soit des décisions comme ça, que ce soit des problèmes de couple, des problèmes des conseils, des problèmes avec les enfants. Donc, encore une fois, un Rav, ça s'arrête même plus, là, en ce qui concerne, c'est la halakha. Mais ça va absolument dans tous les domaines de la vie. Et c'est souvent même le médiateur, entre guillemets, dans le couple. Il y a combien de questions qu'une femme elle demande et qu'elle dit ne dites pas à mon mari que j'ai fait cette erreur, que je sais pas comment faire, Rav, je panique. Que ça soit pour les naissances, combien de naissances? Il y a des Rav, on a eu comment on fait pour la Dlakat Nerot, on est vendredi, je suis à l'hôpital, on a eu un enfant, c'est comme ça, ou des fois pour des problèmes de santé, je dois aller à l'hôpital, comment je vais revenir? On est vraiment dans tous les domaines de la vie d'une personne. Shalom Obracha, comme a dit le Rav Laloum sur l'importance du rôle du Rav aujourd'hui, je rajouterai qu'il est important bien sûr d'orienter en premier toutes les personnes qui vont venir questionner un Rav, de les orienter vers la halakha, qui n'est pas quelque chose de facile. Il y a souvent beaucoup de discussions et il faut comprendre le fond de la question et aussi s'adapter au monde moderne, puisque la question elle est également le rôle du Rav dans les mondes modernes. Et c'est vrai que c'est des fois beaucoup plus complexe qu'à l'époque. À l'époque, les textes que nous avons dans nos mains, du Shulchan Aruch, du Rabbi Yosef Karo, qui a été à l'époque environ de 500 ans en arrière, et les commentaires qui sont autour appartiennent à une époque un petit peu ancienne. Et aujourd'hui, nous avons un monde moderne avec une technologie dont nos écrits n'ont pas parlé directement. Mais c'est justement là tout le challenge, parce que dans le Talmud et dans les commentaires, si on les approfondit comme il se doit,
on est capable d'arriver à des conclusions, des choses les plus modernes, malgré que le micro n'existait pas à l'époque ni de Moshe Rabbeinu ni du Beth Yosef, et même pas il y a 200 ans, 100 ans en arrière. Eh ben, on peut tout déduire à travers la halakha lorsqu'elle est comprise profondément. Mais c'est justement le challenge de la génération. Il faut vraiment des rabbins qui ont une compréhension parfaite et très profonde des textes pour pouvoir faire ces déductions. Donc déjà, le rôle du rabbin aujourd'hui est très difficile puisque le monde moderne s'est développé énormément et il faut réussir à adapter et à retrouver les sources de la halakha des textes anciens vers l'actualité d'aujourd'hui. Comme le Rav Laloum aussi a précisé, il est important de savoir qu'un Rav n'a pas uniquement la fonction d'orienter le peuple juif au niveau de la halakha, mais il est aussi une personne à qui, d'une manière naturelle, on ressent envers son Rav une sainteté, une providence plutôt divine envers ses décisions. Et donc, beaucoup de personnes viennent nous parler de différents problèmes du foyer. Et comme il est connu, ça a été dit dans les textes, que ce soit de Rav Chaim Brisker dans la génération d'avant, et répété énormément par le Rabbi Lubavitch, l'importance du côté social qu'un Rav il apporte envers sa kehila, des personnes qui ont perdu leur travail, le fait que le Rav a une connaissance assez vaste de sa communauté et des choses qui sont autour de lui, il est capable justement d'aider quelqu'un dans ses problèmes sociaux, dans ses problèmes d'argent, dans ses problèmes de couple, et dont la fonction d'un rabbin, il faut qu'il soit multicasquette, multifonction. Et c'est pour ça que je dirais, à part les connaissances d'un Rav, il faut aussi une patience très très grande du Rav, puisque lorsque le Rav reçoit des tonnes et des centaines de questions par jour, et on lui fait part des problèmes, si le Rav ne montre pas de patience, eh ben, ça pourrait écarter et éloigner la personne, et elle pourrait ne plus venir questionner. Et ça peut arriver, on peut poser des questions des fois très érudites, très profondes, comme des questions très simples. Et si Chas v'Shalom, le Rav va donner une impression à la personne qui a posé la question que c'est une question simple, eh ben, il pourrait Chas v'Shalom le vexer sans s'en rendre compte et Chas v'Shalom faire en sorte que cette personne ne vienne plus poser de questions. Donc il faut une patience en faire. Et c'est ça donc un des rôles qu'un Rav doit avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, mais quand même, aujourd'hui, nous savons le monde dans lequel nous vivons, avec les lois civiles. Le Talmud nous dit bien, Dina de Malchuta Dina. Les lois du royaume, de l'État, sont les lois. Donc, quelle est la place de la juridiction rabbinique aujourd'hui dans ce monde ? Très bonne question. Et ça tracasse énormément les différents tribunaux rabbiniques aujourd'hui pour savoir que lorsqu'il y a une question monétaire qui se passe entre deux personnes, comme on a l'habitude de dire dans le Talmud, entre Rouven et Shimon, eh ben, est-ce qu'on va lui donner la réponse ancienne de la halakha? A priori, la Torah, elle est éternelle et elle vit et elle passe toutes les générations, ou bien s'adapter complètement aux lois pénales, aux lois du pays. Alors c'est vrai, la phrase a été évoquée, Dina de Malchuta Dina. C'est marqué dans le Talmud, dans Masechet Gittin, page Yud Gimel, encore dans différents endroits. Et le Shulchan Aruch en parle, le Rama, Rabbi Moshe Yisraelish, un des grands décisionnaires ashkénazes, en parle dans le Siman 369 du Shulchan Aruch. Et il y a une base très importante. Si nos lois vont contredire d'une manière très claire les lois d'aujourd'hui, alors je suis bien sûr prudent parce que nous sommes enregistrés, mais en tout cas, si nos lois, la personne elle a le droit, même d'après la loi, de venir dans un tribunal rabbinique, s'il accepte de recevoir bien sûr le joug de la réponse et de suivre les rabbins, eh ben, il faut savoir que notre halakha va primer bien sûr surtout parce que ce sont des lois qui ne sont pas choisies et qui changent selon les votes dans les assemblées. Ce sont des lois qui viennent du Créateur Tout-Puissant. Donc c'est évident que la halakha va primer. Par contre, il y a beaucoup de lois qui ne vont pas être spécialement marquées dans notre Torah, mais qui sont des choses qui ont été décidées par les pays, par les gouvernements, pour justement améliorer la vie des gens.
Je donne un exemple très simple. Une femme qui aurait travaillé, ou un homme, dans un travail pendant une dizaine d'années. Alors, dans la Torah, on nous parle d'un serviteur qui a le droit de recevoir, il était, aujourd'hui on n'a plus bien sûr des lois de serviteurs qui sont en vigueur, mais à l'époque, lorsqu'il était libéré, il avait le droit à des cadeaux pour le travail qu'il avait fait pendant toutes ces années. Le Sefer Achinour dit, c'est évident que dans l'idée, il faudrait, a priori, à plus forte raison, aider quelqu'un qui a travaillé pendant des années. Mais il n'y a pas des lois dans le Shulchan Aruch qui nous obligent que si une personne elle a travaillé pendant 10 ans, elle va pouvoir toucher des indemnités comme 10 mois de travail, 1 mois par année. Ou bien, lorsqu'une personne voudrait licencier, il a terminé son année, on voudrait licencier un professeur, on voudrait licencier une femme qui est tombée enceinte et qui a pris des vacances. Des fois, dans la loi de la Torah, c'est une possibilité. Par contre, dans les lois d'aujourd'hui, pour protéger justement des femmes enceintes de garder leur boulot après la grossesse, ou bien pour protéger des personnes qui ont travaillé pendant des années, protéger leurs droits, la halakha nous demande de respecter. Et ça fait partie de notre Torah. Ça veut dire que c'est pas que c'est quelque chose de nouveau. La Torah avait déjà prévu que dans les sociétés, on allait toujours trouver des choses qui allaient protéger le tzibour, la communauté, le klal, la généralité, le peuple. Lorsqu'il y a des lois qui sont là pour être une protection, pas simplement du particulier, mais de tout un système, ce sont parmi ces exemples que la halakha nous dit « Dina de malchuta dina », il faut suivre la loi du pays. De plus, il y a toute une discussion, est-ce qu'il y a une coutume, un minag, mevatel halakha? Est-ce que la coutume des citoyens dans un pays annule la halakha? Annule la halakha. Il y a une discussion entre le Ramban et le Rashba, Ramban Nachmani, et le Rashba. Concrètement, un minag ne peut pas être mevatel in halakha, sauf si c'est un minag, c'est une coutume qui est venue aujourd'hui qu'on a parlé des lois du travail. Quand je vais chez mon employeur pour travailler, systématiquement, si j'ai pas précisé d'avoir tel droit ou tel droit, que j'ai pas stipulé dans le contrat, forcément, je m'adapte aux lois du pays. Donc, c'est pour le bon fonctionnement du pays, pour le bon fonctionnement de notre société. Donc, l'halakha dit, comme ça dans le Chazon Ish, il dit que c'est ça même, ça prouve que c'est pas à l'encontre de la Torah. Ça, du fait qu'on accepte, et c'est tout simplement pour avoir c'est comme si c'est fait partie de la Torah. Le minag du pays, en réalité, fait partie de la Torah, puisqu'on a accepté ces conditions. Donc, quand ils vont aller devant un beddin, et le beddin, il va dire qu'on doit suivre, le beddin, c'est un tribunal rabbinique, il va dire qu'on doit suivre les lois du pays dans le cadre du travail. C'est pas des lois, c'est pas qu'on suit forcément les lois du pays, c'est que puisqu'on a accepté ces lois, puisque on n'a pas stipulé, donc forcément on l'accepte. On l'accepte, on sait que c'est comme ça dans le pays. Donc c'est comme si que quand on va lui dire de payer telle et telle indemnité, c'est la Torah qui demande de payer telle et telle indemnité. Alors je vais donc revenir sur quelque chose qu'on a déjà parlé. Vous avez en effet donné des exemples de choses courantes, de la vie de tous les jours. Une question qui pourrait être posée à un Rav. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons réellement besoin du Rav, ou il suffit d'étudier soi-même, on ouvre, il y a de nombreux livres, le Kitzur Shulchan Aruch, l'abrégé des lois juives. En ouvrant ce livre, est-ce que je peux trouver moi-même ma réponse, ou j'ai quand même le devoir de poser ma question au Rav? Alors, c'est évident que le but essentiel, c'est d'arriver à avoir sa propre connaissance et d'arriver à être autonome dans l'étude de la Torah. Ça, c'est le but, c'est ça En répondant d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des nombres de questions, mais plus en plus, on demande des shélotes, on demande des questions d'halakha. Il y a une curiosité énorme qui s'éveille dans la communauté, qui pousse à vouloir chercher, connaître plus et connaître. Aujourd'hui, on va parler dernièrement d'une révolution de la halakha en France. Donc, le monde, encore une fois, a soif. Donc, il y a cette volonté de chercher les écrits et de vouloir à tout prix comprendre. Maintenant, c'est sûr que l'idéal, c'est de devenir autonome et de soi-même pouvoir. Mais ça n'empêche que, à Selech Harav, il y a un Khatam Sofer dessus, il y a énormément d'explications. C'est quoi Selech Harav? C'est quoi cette notion de Selech Harav? D'avoir un Rav, c'est évident qu'une personne, pour arriver à avoir un niveau important, ça vient, la Torah, ça s'est transmis, Moshe Kibel Torah, Moshe a reçu Torah,
Misinaï ou Msara. Mais Sarah, il y a une massoret, il y a une transmission. Quand même, on va faire un psak halakha, on va décider une halakha. La plupart des rabbanim aujourd'hui vont regarder, même s'ils sont arrivés à une conclusion eux-mêmes dans le Shulchan Aruch, on regarde ce que tous les contemporains actuels de la génération ont tranché sur le sujet pour voir si la décision qu'on va prendre ne va pas à l'encontre de leur décision et si elle est en accord avec. Donc il y a toujours ce besoin d'avoir un rav, d'avoir qui nous guide, chacun dans son domaine, chacun à son niveau. Mais à le Harav, c'est extrêmement important d'avoir un rav. Pour avoir déjà une vision extérieure, d'avoir toujours une vision extérieure, parce que un homme, Adam Karov Latzmo, un homme est proche de lui-même. Donc que ce soit dans sa façon d'étudier, dans ses décisions personnelles dans sa vie. Toujours important d'avoir une vision extérieure, et à plus forte raison quand on parle ici d'un rav. Un rav qui représente la Torah. Et un rav, quand on lui demande une question, il faut aussi connaître un point très important, et c'est rapporté dans plusieurs endroits. Un rav, il a une siyata d'Ishmaïa. Une siyata d'Ishmaïa, c'est-à-dire que Dieu, il aide même dans ses réponses, il aide dans sa façon de répondre, il aide à aider. Donc quand on a un rav, et on demande à un rav, on ne s'éparpille pas dans tous les côtés, on a mamash l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour réussir son propre travail personnel. Donc oui, c'est évident qu'il faut un rav, et doucement, ça n'empêche. Ça va pas en confusion, c'est pas en désaccord avec le fait qu'il faut étudier, il faut soi-même réussir à avoir une autonomie dans le limoud, dans l'étude de la Torah. Alors, pour répondre également à votre question pertinente, alors la réponse est oui et non. Oui, d'un côté, c'est évident que le Kitzur Shulchan Aruch, le Rav Gansfried a fait un livre exceptionnel lorsqu'il a écrit le Kitzur Shulchan Aruch, puisqu'il a permis une connaissance assez rapide de toutes les lois qu'un juif rencontre au quotidien depuis son lever à son coucher et dans les différentes étapes de sa vie, les étapes de son enfance, de son mariage et jusqu'aux lois de deuil. Donc c'est très important pour tout un chacun de pas simplement se suffire d'un rabbin, mais d'étudier tous ces livres de halakha, et comme le Kitzur Shulchan Aruch qui est un livre extraordinaire, puisque il faut savoir que c'est évident que la personne, lorsqu'elle va lire le Kitzur Shulchan Aruch, elle pourra voir qu'elle ne pourra pas répondre à toutes ces questions. Mais il y a énormément des fois où la personne n'est même pas consciente qu'il y a une question. Et pour être conscient qu'il y a une question, il faut justement étudier le Kitzur Shulchan Aruch, et ça permettra à la personne, au contraire, de plus en plus avoir besoin du Rav. Il va le sentir de lui-même parce qu'il aura des lacunes, il va sentir qu'il y a des lacunes, mais il n'était même pas conscient qu'il avait des lacunes puisqu'il n'avait pas une image de toutes les lois et où il y avait des questions. Donc déjà, la question de c'est bien sûr que c'est important de l'étudier, et ça ne contredit pas le besoin d'un Rav, au contraire. Je pense que quelqu'un qui étudie le Kitzur Shulchan Aruch aura encore plus besoin d'un Rav, mais heureusement qu'il aura plus besoin d'un Rav, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin et qui ne le savent même pas. Maintenant, aussi, il faut rajouter qu'il est évident que dans nos halachot, il y a une variété de sujets, et dans chaque sujet, il y a plusieurs facettes. Il y a des facettes de la halakha qui sont très simples. C'est-à-dire que je vais lire dans une halakha dans le Shulchan, je n'ai pas besoin de savoir plus. C'est une halakha tellement simple. Il faut faire Netilat Yadayim avant de manger. Il faut faire ses brachot le matin. Donc, surtout pour des gens qui font Teshuvah. Alors, le Kitzur Shulchan Aruch est un livre extraordinaire pour apprendre des choses qui sont simples et sans discussion. Par contre, il y a énormément de sujets dans chaque chapitre du Shulchan Aruch qu'ils vont demander vraiment du fil à retordre. Même pour les rabbanim, lorsqu'on a appris ces halachot, on a dû se transpirer, et ça ne va pas suffire ici de lire une halakha en surface. Il y a des halachot de toute la vie. Si quelqu'un il va chercher, par exemple, il a une impossibilité, une femme ne pourra pas se tremper la nuit parce que dans son voisinage, c'est très mal fréquenté, ou peut-être justement l'endroit où il y a le mikvé pour se tremper, il y a peut-être une manifestation de gilets jaunes, et c'est dangereux de se promener dans la rue à ce moment-là. Donc elle va demander est-ce qu'elle peut se tremper en journée. Pas tout est marqué dans le Shulchan Aruch, et pas tous les cas de figure sont marqués. Par exemple, elle va pouvoir retrouver qu'il est marqué qu'on pourra se tremper le 8e jour en journée si elle a le même problème pour le 8e jour en soirée. Mais dans quel cas on peut faire ça? Vous allez voir que même dans le Kitzur Shulchan Aruch et dans beaucoup d'halachot, c'est un simple exemple. Dans les lois de Mouktsé, le Shabbat, il y a des fois même 2-3 opinions différentes, même parmi les décisionnaires. Donc on a vraiment besoin d'un Rav. Donc
La réponse est oui et non. Oui, il faut étudier le Kitzur Shulchan Aruch, ça nous permettra justement d'arriver au Rav dans les endroits où on n'avait même pas imaginé qu'il faut arriver à un Rav. Et aussi, ça va nous permettre de connaître beaucoup de choses simples, qu'il n'y aura pas besoin d'un Rav, mais comme j'ai dit, il restera une énorme facette de la halakha où le besoin du Rav est indispensable. Et la preuve, c'est qu'il y a Baruch Hashem, beaucoup de juifs qui ont fait tchouva il y a beaucoup d'années. Ils ont assisté à beaucoup de cours d'halakha. Ils ont lu énormément le Kitzur Shulchan Aruch, qu'il soit en français ou en hébreu ou dans toutes les langues. Et pourtant, leur soif, comme le Rav Alou m'a parlé tout à l'heure, le soif leur fait que grandir et de grandir et les questions se multiplient de plus en plus. Très bien. Donc je comprends que le Rav est évidemment indispensable. Mais dans ce cas, comment choisir son Rav? À quel Rav devrais-je poser mes questions? Est-ce que ça doit être tout le temps au même Rav? Ou bien peut-être je peux changer selon la réponse qui me sera plus adaptée? Alors, question pertinente. Et en plus, il faut rester complètement impartial. On ne cherche pas à avoir plus de clients. Mais je répondrai de la manière suivante. Alors, d'abord, dans chaque communauté, il faut voir s'il y a un rabbin compétent. Et à plus forte raison, s'il y a un rabbin de communauté. Vous savez, dans le Shulchan Aruch, il y a une importance immense au Rav de la communauté. Et donc, si le Rav est compétent, il n'y a pas de raison des fois d'aller chercher ailleurs. Ça, c'était vrai surtout à l'époque. Aujourd'hui, la question est devenue plus compliquée parce que il y a à peine 50 ans, 60 ans en arrière, il y avait une réelle difficulté de rencontrer un autre rabbin. Aujourd'hui, la technologie nous a permis d'être assis en Guadeloupe et de parler à un Rav en France ou d'être assis au fin fond d'une province française et pouvoir appeler un Rav aux États-Unis ou en Israël. C'est une possibilité grâce à la technologie, les portables, les téléphones, les ordinateurs. Et donc, ça a donné quand même accès à beaucoup de possibilités. Alors, est-ce qu'on se doit de rester à l'ancienne et d'aller voir simplement son rabbin communautaire? Alors, ça va dépendre de la chose suivante. D'abord, il faut savoir que très souvent, un Rav peut être très occupé, il peut être en voyage de sa communauté, il peut être injoignable. Et donc, c'est cette qualité qu'on a aujourd'hui de pouvoir atteindre encore d'autres rabbanim. Maintenant aussi, il est important que le Rav soit compétent, lorsqu'on s'adresse à un autre Rav, qu'il aura la compétence de pouvoir répondre pas simplement à ses adeptes ou à sa manière de voir, s'il est par exemple un lituanien ou un séfarade, c'est possible qu'un séfarade va poser une question à un Rav Ashkenaz, et peut-être que ce séfarade étant pieux et en ayant l'habitude de recevoir les décisionnaires séfarades, il va s'adresser à un Rav Ashkenaz, donc ça sera important que le Rav va lui répondre aussi selon son besoin de sa communauté, selon sa coutume. Et également, il est très important, et ça je ne veux vexer aucun rabbin d'aucune communauté, je parle de manière complètement impartiale. Il faut savoir que on peut avoir quelqu'un qui est professionnel sur les questions monétaires, mais il n'a aucune compétence. Notre Torah est tellement grande, Aruka me'eretz mida uchava mineyam, plus long que la terre et que la mer. Et donc, étant donné que notre Torah est tellement vaste, c'est possible que quelqu'un est très fort, très spécialisé dans un sujet et pas dans l'autre. Et il ne faut pas penser que le rabbin est un homme surnaturel et de se vexer si quelqu'un est compétent dans un sujet et pas dans l'autre. Je vous donne un exemple. Pourquoi dans la médecine, on a bien compris le système? Si quelqu'un qui a besoin d'un dentiste, je ne vais pas l'envoyer chez un vétérinaire ou bien l'envoyer chez un orthopède pour s'occuper de ses dents. On a bien compris qu'il y en a qui sont professionnels pour les dents et il y en a qui sont professionnels pour d'autres sujets. Donc il est très important, si notre rabbin qu'on a en face de nous, on a la chance qu'il est capable de connaître tous les sujets ou les sujets demandés, pourquoi pas lui demander? En plus, s'il est accessible et joignable. Mais ce n'est pas une contradiction de respecter son Rav, mais si on voit que son Rav a des lacunes sur des sujets des fois qui sont très importants et très complexes, quelqu'un qui a un père attaché à des machines et la famille n'en peut plus, il y a les électroencéphalogrammes sont à plat, le tronc cérébral est à plat, le cœur continue à battre grâce aux appareils qui maintiennent sa respiration. Et si on laisse comme ça peut durer comme ça quelques semaines, des fois une semaine, 2 semaines, et ben on demande si on peut
arrêter les machines ou pas. Des questions très compliquées, on peut parler peut-être de meurtre. Et donc, il faut que le rabbin en question, même s'il est dans ma communauté, il faut qu'il soit capable de répondre à cette question. Et là, un rabbin qui a la crainte du ciel aura lui-même la réponse envers la personne en lui disant il faudra contacter une autre personne, on lui donnera le numéro d'une autre personne. Donc, on peut aujourd'hui, oui, avoir un rabbin dans la communauté, mais aussi avoir d'autres rabbanim lorsqu'on sait qu'ils ont une compétence professionnelle sur le sujet dont ils ont besoin de réponses. Donc on a bien compris l'importance du Rav, le rôle d'éclairer, de guider et de nous permettre aujourd'hui de continuer à accomplir toutes les lois comme nous les avons reçues depuis Moshe au Mont Sinaï. Je vous remercie, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de continuer à nous éclairer jusqu'à l'avenue du Mashiach. Merci beaucoup.